Depuis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai eu l'occasion d'entendre toutes sortes d'idées. Des idées plus ou moins originales, plus ou moins subtiles, plus ou moins profondes. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines idées qui revenaient régulièrement, des idées un peu convenues et qui pourtant se voulaient originales, et que j'ai fini par regrouper dans une catégorie spéciale, à savoir les grandes phrases toutes faites. Alors les grandes phrases toutes faites ont une particularité, elles se veulent intelligentes, elles se veulent même plus intelligentes que la moyenne. En somme, celui qui prononce ces phrases tient à montrer qu'il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Eh bien, fort de mon expérience de plus de 20 ans en philosophie, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que ces phrases prétendument intelligentes ne sont en réalité qu'à moitié intelligentes. À moitié intelligentes au sens où elles partent d'une idée qui n'est pas fausse, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement, sans chercher à aller ni dans la profondeur, ni dans la nuance. Et alors il se trouve que ces grandes phrases toutes faites, c'est ce que Blaise Pascal appelait, ironiquement, les phrases de demi-habile. Le demi-habile ou le demi-savant, c'est celui qui passe pour intelligent auprès des gens impressionnables, puisqu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais dont on s'aperçoit assez vite, dès qu'on gratte un peu la surface, que ce qu'il dit est finalement assez creux et assez pauvre. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on passe en revue quelques-unes de ces grandes phrases toutes faites. Alors mon but ne sera pas de vous faire changer d'avis. Si vous adhérez à ces grandes phrases toutes faites, libre à vous, je ne me battrai pas pour vous convaincre. Ce que j'aimerais faire, c'est plutôt vous montrer les limites de ces grandes phrases toutes faites et montrer par la même occasion qu'en matière de philosophie, les réponses péremptoires, les réponses catégoriques et définitives sont rarement les plus intelligentes. Et bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, je serai très heureux de lire vos critiques et vos contre-arguments en commentaire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la première grande phrase toute faite. Penser par soi-même, ça ne veut rien dire. Alors ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, le fait que penser par soi-même, ça ne voudrait rien dire, et le raisonnement qu'il y a derrière, c'est de dire que les idées qu'il y a dans notre tête, elles ne viennent pas de nous-mêmes, elles viennent de nos lectures, elles viennent de nos discussions, de nos expériences. Bref, on ne pense jamais par soi-même parce qu'on pense toujours à partir des autres, parce qu'on pense toujours à partir de ce qui nous a précédés ou de ce qui nous entoure. Eh bien, je vais être très honnête avec vous, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec le fait que nos idées, elles ne viennent pas de nous, du simple fait qu'on ne fabrique pas nos idées. Nos idées sont toujours le résultat de notre interaction avec le monde. Mais sauf que dire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser par soi-même. Dire ça, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas penser à partir de rien. Penser par soi-même, ce n'est pas penser à partir de rien. De la même façon que quand vous cuisinez un plat par vous-même, ça ne veut pas dire que vous fabriquez les aliments. Ça ne veut pas dire que vous créez la matière première de votre repas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la pensée. Penser par soi-même, ça ne veut pas dire fabriquer ses idées. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas adopter la pensée des autres, ne pas se faire servir sa pensée. Il y a des gens dont on peut dire qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes parce que, face à une question, ils vont dégainer la réponse qu'ils ont entendue quelque part, qu'ils ont entendue chez tel intellectuel, chez tel philosophe ou dans telle émission culturelle. Bref, ils ne vont pas s'approprier les idées qu'ils entendent, ils vont se contenter de les réciter. Et ça porte un nom, la passivité intellectuelle. Penser par soi-même, ça veut dire sortir de la passivité intellectuelle. Ça veut dire ne pas adhérer à une idée parce qu'elle émane d'une autorité, parce qu'elle émane d'une institution, ou parce qu'elle émane de quelqu'un qu'on trouve intelligent. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas plaquer sa pensée sur celle de ses idoles, ne pas avoir la pensée de ses idoles. René Girard parle du mimétisme du désir, c'est-à-dire du fait qu'on désire ce que les autres désirent. Eh bien, de la même façon qu'il y a un mimétisme du désir, il y a un mimétisme de la pensée. Le mimétisme de la pensée, c'est ce phénomène par lequel on répète ce que dit notre maître à penser parce qu'on l'a identifié comme quelqu'un d'intelligent
et qu'on aime se dire qu'on est d'accord avec quelqu'un d'intelligent. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on dit de quelqu'un qu'on le trouve intelligent, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'on est d'accord avec lui. On juge de l'intelligence de l'autre à la conformité de sa pensée à la nôtre. C'est intéressant. Mais toujours est-il que penser par soi-même, ça a du sens, parce que ça veut dire en réalité penser contre soi-même. Penser contre soi-même, c'est-à-dire penser contre ce qu'on voudrait croire, penser malgré ce qu'on voudrait croire. Parce qu'on a tous un intérêt psychologique à être d'accord avec telle idée plutôt qu'avec telle autre. Le sentiment d'appartenir à un camp, le sentiment d'être fidèle à l'image qu'on veut donner de soi-même. J'entends souvent des gens qui se réclament de tel intellectuel ou de tel philosophe. Un tel se réclame de Nietzsche, un tel se réclame de Spinoza, de Marx, comme on se réclame d'un livre saint, comme on se réclame d'un dogme religieux. Je crois dans la résurrection du Christ parce que c'est écrit dans la Bible, je crois dans la volonté de puissance ou dans la lutte des classes parce que c'est mon philosophe qui l'a dit. Penser par soi-même, c'est accepter l'inconfort de ne pas avoir réponse à tout. C'est accepter l'inconfort de ne pas tout savoir, qu'il y ait des trous dans notre pensée et même des erreurs dans notre pensée, mais des erreurs qui soient nos erreurs, des ignorances qui soient nos ignorances. Pas recouvrir ces ignorances par le prétendu savoir de quelqu'un d'autre, pas occulter nos erreurs par de prétendues vérités qu'on aura lues dans notre livre saint. Penser par soi-même, c'est refuser le dogmatisme, c'est refuser la pensée mécanique, une pensée qui n'en est plus une, parce qu'elle nous enlève ce qui fait l'essence de la pensée, à savoir le doute. On passe maintenant à la deuxième phrase toute faite, la liberté n'existe pas. Alors là, vous l'aurez compris, on va parler des spinozistes pur jus. Les spinozistes pur jus, qui d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux n'ont pas lu Spinoza, ou en tout cas ne l'ont pas lu jusqu'au bout, puisque Spinoza dit clairement qu'il existe une liberté humaine, les spinozistes pur jus sont des gens qui nous disent « tout est déterminé, et donc, parce que tout est déterminé, la liberté n'existe pas ». Et bien là encore, au risque de vous surprendre, je suis d'accord avec ça. Effectivement, je pense moi aussi que tout est déterminé, je ne crois pas dans l'existence d'une volonté libre et détachée du monde, mais sauf que, là encore, on confond deux choses. On confond la liberté au sens humain du terme avec la liberté au sens métaphysique du terme. Qu'est-ce que c'est la liberté au sens métaphysique ? C'est le pouvoir d'échapper à la causalité, d'échapper au système de causalité. C'est-à-dire que dans notre monde physique, tout ce qui existe est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Vous savez, c'est l'image de la rangée de dominos. Le domino qui tombe entraîne le suivant dans sa chute, qui entraîne le suivant, qui entraîne le suivant, et ainsi de suite. Le monde physique est une rangée de dominos, nous sommes nous-mêmes une rangée de dominos, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes la personne que nous sommes ? Eh bien, ce sont les déterminations extérieures, ce sont nos parents, notre éducation, notre génétique, ce sont tous ces paramètres sur lesquels nous n'avons aucune influence et qui pourtant font de nous la personne que nous sommes. Et donc à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous agissez et que vous faites un choix, eh bien d'une certaine manière, ce n'est pas vous qui agissez, ce n'est pas vous qui faites le choix, ce sont vos déterminations. Alors là on pourrait se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de donner raison à ceux qui disent que la liberté n'existe pas ? Bien non, justement, je ne suis pas en train de leur donner raison, je suis en train de montrer que la liberté dont ils parlent, c'est une liberté impossible. C'est une liberté impossible puisque c'est une liberté qui voudrait s'extraire des lois de la causalité. Parce qu'évidemment, si vous définissez la liberté comme le pouvoir de s'extraire de la causalité, autrement dit, si vous définissez la liberté comme quelque chose d'impossible, vous allez forcément en arriver à la conclusion que la liberté n'existe pas. Vous n'aurez rien démontré du tout, vous aurez simplement placé dans votre définition des termes la réponse que vous prétendez prouver. Ce serait exactement comme de dire « on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas faire en sorte que 2 plus 2 égale 5 ». Mais sauf que la liberté, c'est pas ça. Et donc, c'est là que j'en arrive à la liberté au sens humain. Au sens humain, la liberté, c'est le pouvoir de faire primer
la raison sur la passion. Exemple, vous êtes quelqu'un d'impulsif. À la moindre provocation, vous réagissez au quart de tour. Résultat des courses, quelqu'un qui veut vous manipuler, quelqu'un qui veut vous pousser à faire quelque chose sous le coup de l'impulsivité, il n'aura qu'à vous provoquer, il n'aura qu'à vous donner une occasion de vous mettre en colère, et le tour est joué, il aura pris possession de votre liberté. Imaginons maintenant que vous soyez quelqu'un de sensible. Vous éprouvez énormément de compassion pour les autres. Quelqu'un qui veut vous manipuler n'aura donc qu'à jouer sur votre corde sensible et il pourra vous faire exactement ce qu'il voudra, en vous culpabilisant, en vous faisant de la peine. Et s'il arrive à vous faire ce qu'il avait prévu de vous faire, eh bien là encore, vous vous serez fait voler votre liberté. Donc la liberté au sens humain, ce n'est pas une liberté métaphysique, c'est une liberté relative, assujettie aux lois de la causalité et rendue possible par la raison. Un animal obéit à son instinct. Si vous lui donnez à manger, il va manger sans se poser de questions. L'être humain obéit à son instinct, mais il a aussi le pouvoir d'obéir à sa raison. Et donc, si vous donnez à manger à un être humain, il a la possibilité de se demander « Pourquoi il me donne à manger ? Est-ce que je devrais accepter ce qu'il me donne à manger ? Est-ce qu'il ne chercherait pas à m'empoisonner ? Est-ce qu'il ne chercherait pas à m'acheter ?» Toutes ces questions que l'être humain est capable de se poser avant d'agir et qui vont déterminer la manière dont il va agir ou ne pas agir, eh bien c'est ça la liberté. La liberté, c'est la possibilité de faire des choix en conscience, c'est la possibilité d'agir en connaissance de cause. Et alors là, j'entends d'ici l'objection classique des spinozistes pur jus qui consiste à dire « Oui, mais celui qui utilise sa raison est déterminé à utiliser sa raison. Il est tout aussi déterminé que celui qui n'utilise pas sa raison était déterminé à ne pas l'utiliser. » Oui. Et donc, on parle de liberté humaine, on ne parle pas de liberté cosmique. Il y a quand même quelque chose d'insensé à partir d'une définition impossible de la liberté pour en arriver à la conclusion que la liberté n'existe pas. La question n'est pas de savoir si une liberté absolue existe, la question est de savoir est-ce qu'on est plus ou moins libre. Parce que le problème de ceux qui affirment sur un ton péremptoire « la liberté n'existe pas, tout est déterminé », c'est que ça les conduit à mettre toutes les situations et tous les comportements exactement au même niveau. Cette personne a été droguée et abusée par une autre, on lui a fait subir des choses qu'elle ne voulait pas subir. Oui, mais bon, le libre arbitre, ça n'existe pas. Telle personne est sous l'emprise d'un gourou, sous l'emprise d'un mari, sous l'emprise d'un patron. Elle renonce à toute forme de liberté à cause de cette emprise. Oui, mais bon, vous savez, le libre arbitre, ça n'existe pas. Pas de problème avec la manipulation mentale, puisque le libre arbitre n'existe pas. Pas d'altération possible du libre arbitre, puisque le libre arbitre n'existe pas. C'est ça la conséquence des grandes phrases toutes faites. On croit dire quelque chose d'intelligent, on croit prendre de la hauteur sur les choses, sans se rendre compte qu'à force de prendre de la hauteur, on est complètement déconnecté de la réalité. La liberté existe en tant que pouvoir relatif de prendre des décisions éclairées, et ce qui permet de prendre des décisions éclairées, c'est la compréhension, c'est la connaissance, bref, c'est la raison. Et alors c'est là qu'on en arrive à la troisième grande phrase toute faite qui accompagne souvent l'idée que la liberté n'existe pas, à savoir « le mérite n'existe pas ». Mais avant ça, il faut absolument que je vous parle de mon livre « La philosophie, c'est pour vous aussi », un livre qui est passé numéro 1 sur Amazon, dans lequel je vous explique la pensée de 20 philosophes. Chaque présentation est précédée d'une histoire qui illustre la pensée du philosophe en question. Un livre dans lequel je vous parle de l'expérience de Milgram, de l'effet Dunning-Kruger, de Forrest Gump, de la première femme transgenre du monde. N'oubliez pas de laisser une note sur Amazon, c'est très important pour le référencement et pour le bouche à oreille. Et dans ce livre, vous allez trouver quelques grandes phrases toutes faites, mais des phrases qui font l'objet de nuances, d'approfondissements et de remise en question. La philosophie, c'est pour vous aussi, publié aux éditions Larousse, le cadeau parfait à offrir à vos proches et le livre idéal pour vous initier à la philosophie. Donc je disais, troisième grande phrase toute faite, le mérite n'existe pas.
Bien écoutez, si vous pensez qu'il n'y a pas de mérite à se lever tous les matins pour faire un métier difficile et mal payé, si vous pensez qu'il n'y a pas de mérite à se sacrifier pour donner une bonne éducation à ses enfants, qu'il n'y a pas de mérite à se révolter contre la dictature quand on vit soi-même dans une dictature, à lutter contre le racisme quand on subit le racisme, si vous ne voyez pas qu'il y a du mérite à faire ce que les autres ne font pas, parce que c'est pénible, parce que c'est courageux, parce que c'est risqué, si vous ne voyez pas que le mérite, c'est le contraire du privilège, c'est le contraire de l'héritage, si vous ne voyez pas qu'il y a plus de mérite à être routier que rentier, libre à vous de le penser. Ah non, pardon, c'est vrai. La liberté non plus n'existe pas. Les grandes phrases toutes faites, c'est le refus des évidences simples. Les grandes phrases toutes faites, c'est l'abstraction qui se fait passer pour de l'intelligence. On passe maintenant à la quatrième grande phrase toute faite, tout est politique. Tout est politique, encore une fois, une phrase qui n'est pas fausse, mais une phrase qui ne débouche sur rien une fois qu'on l'a dite. Si dire que tout est politique, c'est dire que la politique a une influence sur tout, sur nos modes de vie, sur nos mentalités, sur notre manière de consommer, sur notre rapport aux autres. Oui, évidemment. Évidemment parce que les individus ne sont pas des entités flottantes, ils sont partie prenante d'une collectivité, collectivité qui structure nos habitus, nos mœurs, nos idées, nos comportements. Mais si dire que tout est politique, ça veut dire que tout doit être politisé, politisé au sens de rendu politique. Si ça veut dire que tout ce qui n'est pas directement politique doit être jugé et analysé sous l'angle politique, alors là, on n'est plus dans la lucidité, on n'est plus dans l'intelligence critique, on est dans l'obsession. On est dans ce que j'appelle la politomanie. La politomanie, c'est l'art de contaminer tout discours, toute situation et même tout geste du quotidien de considérations politiques qui n'ont rien à y faire. C'est l'art de classer tout ce qui existe en termes de catégories politiques ou en termes de positionnement politique. On regarde un film et on va se dire « ça, c'est un film de droite », sans aller plus loin, sans chercher à vivre l'émotion. On va écouter une chanson et on va se demander si le chanteur a des idées progressistes ou conservatrices. Si vous êtes de gauche et que vous n'avez jamais été touché par une œuvre réalisée par un homme de droite, et inversement, si vous êtes de droite et que vous n'avez jamais été ému par une œuvre réalisée par un artiste de gauche, eh ben vous êtes dans la politomanie. Mais la politomanie, ça va encore plus loin, puisque c'est aussi et surtout l'art de prêter des opinions politiques et même des intentions militantes à des gens qui ne parlent pas de politique, sous couvert de l'idée qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on milite. Mais alors du coup, il va falloir m'expliquer quelque chose. Parce que si tout est politique, et si à chaque fois qu'on prend la parole, on milite, bah à quoi ça sert de militer ? J'insiste, s'il n'y a pas besoin d'être militant pour militer, autrement dit, si tout le monde est déjà militant sans même le vouloir, quel intérêt y a-t-il à se définir comme militant ? Quel intérêt y a-t-il à passer ses journées à parler politique, à débattre politique, à penser politique, si tout est déjà politique ? Donc, de deux choses l'une, soit tout est politique, et dans ce cas-là, les militants n'ont plus besoin de militer puisque tout le monde milite déjà. Soit ceux qui disent que tout est politique admettent que tout n'est pas également politique. La preuve, ils passent tout leur temps à parler politique. Tout est politique, c'est une grande phrase toute faite de gens qui, certes, ont compris que la politique ne se limite pas aux programmes et aux urnes, mais qui ont fait de leur compréhension une obsession. Ils ont trouvé un marteau et depuis, ils cherchent des clous à enfoncer. Et quand notre seul outil, c'est un marteau, bah forcément, on voit des clous partout. Essayez de passer une soirée entre amis sans parler politique. Essayez de passer du temps avec vos enfants ou avec vos proches sans penser à la politique. Essayez de vous balader en forêt, d'écouter une chanson, de faire un match de basket, sans vous dire que le dieu de la politique est là au-dessus de vous,
à vous surveiller et à attendre que vous preniez position. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Tout est politique, comme au Moyen-Âge, tout était religieux. Tout est politique pour les personnes qui ont besoin de se donner un supplément d'âme, quand on a besoin de se sentir utile à une cause, quand on a besoin de donner un sens à son existence en améliorant la société. Et j'en arrive maintenant à la 5e grande phrase toute faite. Tout ce qu'on fait, on le fait par égoïsme. Alors celle-là, c'est sans doute la phrase que j'ai le plus entendue depuis que je fais de la philosophie. Tout ce qu'on fait, on le fait par égoïsme. Vous donnez une pièce à un mendiant, c'est par égoïsme, parce que c'est pour vous donner bonne conscience. Vous rendez service à quelqu'un, c'est par égoïsme, c'est parce que vous espérez qu'il vous rende service en retour. Vous vous sacrifiez pour votre enfant, c'est par égoïsme, c'est parce que c'est votre enfant. Et de toute façon, si vous ne vous occupiez pas de votre enfant, vous culpabiliseriez. Donc, si vous vous en occupez, c'est pour ne pas culpabiliser. Donc c'est par égoïsme. Alors cette idée que tout ce que nous le faisons par égoïsme, à titre personnel, là encore, je la partage. L'abnégation, la charité, le sens du sacrifice peuvent être des manières indirectes d'obtenir de la gratification symbolique. Même le guerrier antique qui se sacrifie pour sa patrie est animé par un désir égoïste, en l'occurrence par le désir de gloire, le désir de passer à la postérité. Mais sauf que, là encore, le problème quand on veut absolutiser ce genre d'idée, c'est que, dans la pratique, ça marche pas. Donc, encore une fois, on a affaire à une demi-vérité. Tout le monde agit par égoïsme. Ok. Donc ça veut dire que le criminel qui tue quelqu'un pour le simple plaisir de tuer et celui qui va au contraire se sacrifier pour sauver la victime sont tout autant égoïstes. Tout le monde agit par égoïsme, donc celui qui donne et celui qui vole sont tout autant égoïstes. Jésus et Judas, égoïstes. Elliot Ness et Al Capone, égoïstes. Sangoku et Freezer, égoïstes. Mais du coup, si l'altruisme n'est rien d'autre qu'une forme indirecte d'égoïsme, quel sens y a-t-il encore à parler d'égoïsme ? Quel sens y a-t-il à employer un terme dont le contraire n'existe pas ? Donc encore une fois, on est confronté à ce problème de toutes les grandes phrases toutes faites, l'absolutisation. L'absolutisation qui rend impossible toute compréhension de la réalité parce qu'elle rend impossible toute distinction au sein de la réalité. L'absolutisation qui va de pair avec l'indifférenciation, et l'indifférenciation, c'est le contraire de la réflexion. Il faut savoir que l'une des étymologies du mot intelligence, c'est interlegere en latin. Et interlegere, ça veut dire littéralement discerner, distinguer. On ne pense que dans la distinction, on ne pense que dans la différenciation. Dans l'absolutisation, on ne pense pas, on cesse de penser. Et je terminerai là-dessus, c'est ça le gros problème de toutes ces grandes phrases toutes faites, c'est que, au nom de l'intelligence, au nom de la lucidité et de la hauteur d'esprit, ces phrases mettent un terme à l'intelligence. Elles mettent un terme à l'intelligence parce qu'elles mettent un terme à la distinction, à la nuance et au raisonnement. Les grandes phrases toutes faites nous donnent l'impression d'avoir vu la matrice. Elles nous donnent l'impression d'avoir atteint une vérité ultime, une vérité indépassable et définitive, et alors on se repose sur cette prétendue vérité pour cesser de réfléchir et mépriser tous ceux qui la contredisent. En philosophie, il n'y a aucun mal à avoir des convictions, mais il y a un problème à avoir des certitudes. Les grandes phrases toutes faites nous emprisonnent dans le confort capitonné de nos certitudes, et en cela, elles sont l'ennemi de la pensée.